Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve en ce vendredi et quoi de mieux pour terminer la semaine et débuter le week-end qu'un live métier. Un live métier que donc j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est Mathéo, mais je ne suis pas seul pour effectuer cette tâche, puisque je suis accompagné aujourd'hui de Sixtine, la co-animatrice, qui s'occupera donc de faire remonter toutes vos questions et les poser à Eric pour qu'il puisse y répondre. Exactement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour les faire remonter. Tout à fait. Et donc, qui est Eric? Alors Eric, c'est le professionnel qu'on reçoit aujourd'hui. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Alors Eric, que fais-tu dans la vie? Alors, je suis géomètre expert à mon compte, donc dans la société GBIM qui est située à Lille. D'accord, ok, Voilà. super. Alors, tout d'abord, géomètre, si jamais voilà, vous n'avez pas l'idée de en quoi est-ce que cette profession consiste, est-ce que tu peux nous l'expliquer comme si tu l'expliquais à ton neveu ou à ta nièce? Alors, géomètre expert, c'est une profession qui se pratique sur le terrain et au bureau. Au terrain, sur le terrain déjà pour mesurer à la lunette, hein, ce que vous pouvez voir sur le bord des routes sur un trépied. Donc, on est à l'extérieur, on dépend de la météo. Et ensuite, au bureau, on va faire les calculs de géométrie, hein, finalement. Calculs qui sont aussi liés à des aspects juridiques, puisqu'on est expert. Donc, on a une délégation de service public hein, par la loi de 46. Donc là, je rentre un peu dans les détails, mais on fait du calcul finalement à partir d'images, on fait de la modélisation 3D au bureau. Donc on a une double casquette bureau-terrain, enfin terrain et bureau, en ce sens. Ok, Mon métier aussi, c'est d'être entrepreneur. J'ai créé ma société il y a 2 ans, et donc je dois gérer ma société, la faire développer, et tous ces aspects de gestion à côté. d'accord, ok. Voilà. Ok, super intéressant. Et du coup, est-ce que tu dirais qu'un géomètre expert, on va dire employé, donc qui n'est pas à son compte, c'est environ 50-50 terrain-bureau ou quand même un petit peu plus marqué d'un Oui, côté? oui, on peut dire que c'est ça va vraiment dépendre de la spécialité dans laquelle vous êtes. Si vous faites des relevés photogrammétriques par drone, la prestation va durer sur le terrain 2 heures. Et puis derrière, vous pouvez avoir, si vous faites de la modélisation poussée, jusqu'à 2 mois de boulot, hein. Ouais. Enfin, voilà. Donc, en général, ceux qui font la prise de vue en drone vont pas aller faire de la finesse en modélisation non plus, parce que on a vraiment deux compétences très distinctes, mais tout dépend de ce sur quoi vous pratiquez. Ok, Voilà. d'accord. Et donc, comme tu nous as dit que tu avais créé ta boîte, est-ce que toi, il y a plus un côté marqué, est-ce que tu es quand même plus au bureau pour gérer un petit peu tout ce qui est financier, etc. Alors, je suis, c'est vrai, de moins en moins sur le terrain pour faire mes mesures. Le gros avantage d'être à son compte, par contre, c'est de choisir les dossiers sur lesquels on veut travailler, vraiment. Donc, on devrait prendre les dossiers où on se valorise le mieux. Moi, je prends aussi ponctuellement des dossiers, un petit mesurage de terrain privé de 500 mètres carrés, parce que ces gens viennent d'acheter une maison, ils veulent faire une extension supplémentaire, et donc il s'agit de garantir la limite en question. Ça me prend 2 heures sur le terrain, ça me prend 2 heures l'après-midi. Enfin, ouais, en gros, c'est ça. Si on enlève les discussions avec les collègues et puis avec le client, en travail propre, oui, c'est ça. D'accord, ok. Voilà un peu mon métier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus attaché à la gestion et je passe plus de temps à l'intérieur de mon bureau d'une part et auprès des clients d'autre part. Ok, Voilà. d'accord. Et, donc tu nous dis que tu prends des mesures, tu fais des relevés, etc. C'est dans quel but? Est-ce que tu vas sur des terrains qui vont, comment dire, être voués à une construction future? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on te contacte? Alors, on est toujours en amont de tous les projets de construction que vous pouvez imaginer. Vous avez un géomètre expert qui sont en amont. Les projets les plus connus, c'est les pyramides
d'Égypte, hein, tout simplement. Si on a une belle géométrie sur les pyramides, ça ne s'est pas fait tout seul et il y a bien eu un géomètre qui a travaillé en amont. Mhm. Et alors en amont, et pour les pyramides aussi, pendant la réalisation de la pyramide, parce que si vous voulez garder une pente constante sur toutes ses faces et que ça fasse une belle pointe, et ben, il faut contrôler qu'effectivement on va dans le bon sens. Et donc cette partie-là du métier, c'est aussi le géomètre qui l'a fait. D'accord. Ok. Ok, ok, super intéressant. Et donc tu as une équipe de combien? Est-ce que c'est toi qui gère tout? Est-ce que tu as des Alors sous-directeurs? aujourd'hui, Comment? j'ai embauché 2 personnes depuis ma création en 2019. J'ai un technicien, enfin, j'ai un technicien qui est plutôt autonome et l'autre qui est un peu moins autonome. Mon objectif de ma société, c'est de les faire grandir. Donc, les 2 techniciens en question ne faisaient absolument ni devis ni facture et ne s'occupaient certainement pas de la gestion dans leur ancienne société. Mhm. Aujourd'hui, ces 2 techniciens font des devis, suivent les factures et sont très heureux quand bah, ils voient que la société marche et que eh ben, tout s'imbrique au niveau de la gestion, quoi. Voilà. Donc, j'essaie de finalement, par mon entreprise, de faire du collaboratif aussi et de faire grandir mon équipe. Voilà. Et justement, j'ai une question qui me vient du coup de Pierre qui pose la question, vous travaillez avec des architectes ou pas? Absolument. Je suis recommandé par des architectes auprès des clients. D'accord, En fait, l'architecte, pour savoir dans quel volume il a le droit de travailler, il aura besoin du géomètre expert. d'accord. Notamment de connaître les limites du terrain. Certains architectes peuvent travailler d'après le cadastre. Il faut savoir que le cadastre est faux très facilement de 50 cm. Donc, si vous avez un cadastre qui indique une cote de 20 mètres, 5, d'accord, et ben, il se peut très bien qu'en fait, en réalité et juridiquement, vous n'avez que 20 mètres. Et l'architecte qui partirait sur ces mauvaises cotes au départ verrait son projet complètement enfin, infaisable, quoi. Mhm. Pour certaines gestions de gabarit, vous savez, enfin, quand l'architecte fait son projet, il doit respecter des gabarits, des normes pour les accès PMR, pour que ses pentes soient correctes entre tel et tel endroit, etc. Et donc, eh ben, le géomètre lui apporte cette donnée-là. On travaille Et, en amont d'architecte, finalement. et est-ce que tu peux juste repréciser pour les jeunes qui nous regardent qu'est-ce qu'un cadastre? Alors, le cadastre, c'est un plan sur l'ensemble de la France qui permet de lever l'impôt fiscal. Donc, quand vous êtes propriétaire d'une parcelle, vous êtes imposé fiscalement sur cette parcelle. Vous devez payer 500, 1000 euros par an à l'État. Napoléon a fait ce cadastre-là pour financer ses armées, il faut le savoir. Et bien sûr, l'État a gardé ce système-là et il existe toujours, il est appliqué partout. Enfin, il est diffusé dans le monde de plus en plus, hein. En Afrique, par exemple, tous les pays africains n'ont pas de cadastre. Il y a des sociétés françaises qui s'exportent pour aller, d'ailleurs des sociétés de géomètres experts, qui s'exportent en Afrique pour aller mettre un cadastre en place et pouvoir donner de la force à l'État. Donc là est le but du cadastre. Et donc, pour avoir les bonnes surfaces à fiscaliser en fonction des communes et de savoir à qui ça appartient, eh ben, il faut avoir la géométrie qui est tracée de toutes les parcelles. Ok, Donc voilà, voilà ce qu'est le cadastre. ok, D'accord, super. merci. Et je vois que tu as mis sur la slide calcul et dessine au bureau, donc je me demandais, est-ce que les relevés que tu fais sur le terrain, par exemple, tu les analyses aussi sur le terrain? Est-ce que tu te rends compte un petit peu des mesures, etc. Ou ça, c'est vraiment quelque chose que tu fais au bureau sur la modélisation 3D, etc. par exemple? Alors, on peut tout faire. Ok. Disons que si j'ai un architecte qui me demande un relevé de soin, effectivement, je vais faire mon relevé, je ne vais pas me poser plus de questions, si ce n'est des questions de contrôle de précision. C'est-à-dire que quand je fais une visée A vers B, si je fais la visée B vers A, je vais vérifier que j'ai la même cote. Donc Hmm. ça, c'est des vérifications de calcul que je peux faire sur le terrain, mais qui sont
automatisés par les appareils qui sont assez simples. Voilà, il n'y a pas de grande difficulté à ça. Si j'implante un bâtiment, en revanche, il faut absolument contrôler directement sur le terrain ce qu'on fait. Parce que quand on part du terrain, il est hors de question de laisser une implantation qui serait fausse. Donc ça, c'est le principe du métier de contrôle en permanence de effectivement ce qu'on fait en termes de géométrie et de résultats rendus, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et j'imagine que c'est quand même un métier qui demande extrêmement de précision. Est-ce qu'il y a une marge d'erreur? Est-ce que ça varie en fonction des projets qui te sont confiés? Comment ça se passe? Alors oui, ça varie bien sûr de la demande du client, de l'application. Mhm. Euh, Si vous travaillez par exemple pour un cadastre, c'est tout à fait normal d'avoir de la géométrie qui est exacte à 50 centimètres près. Vous travaillez sur la base de photos aériennes, voire de photos satellites, hein, voilà. Donc on n'est pas dans la recherche d'une précision inférieure à 50 centimètres. Enfin, vous avez des normes cadastrales qui peuvent être meilleures que ça, voilà, mais l'objectif n'est pas là. Par contre, si vous travaillez en métrologie industrielle pour aligner des axes d'usine, Mhm. là, on travaille sous le millimètre. C'est-à-dire qu'on D'accord, travaille en dixième de millimètre. Et vous avez des appareils spécifiques pour faire ce type de tâche. d'accord, ok. Et est-ce qu'il y Voilà. a besoin aussi parfois de refaire en sécurité les mesures? Est-ce que c'est un moyen aussi d'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur ou juste une fois vous êtes sûr du résultat et vous Ah, restez sur ça? non, non, vous avez de la redondance dans vos mesures. Quand je travaille en tunnel, on fait ce qu'on appelle des tours d'horizon. C'est-à-dire qu'on va mesurer jusqu'à 10 fois les mêmes points. Mhm. Et qu'en plus, on va faire la mesure réciproque. C'est-à-dire que si on a mesuré en étant sur A, sur une position A, vers un point B, Mhm. et ben, on va aussi faire la mesure du point B vers le point A. D'accord. Donc ça, c'est autant de mesures qu'on peut corréler finalement pour faire des statistiques sur les mesures. Si on veut pousser un peu la chose en termes de précision, effectivement, on peut aller loin en ce sens-là. D'accord. Et on a Juliette sur le chat du coup qui demande est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des erreurs? Oui, bien sûr. La question qui J'ai fâche. envie de dire même tous les jours. Voilà. L'important, c'est, enfin, parce que je dis tous les jours parce que bon, l'erreur technique. Bon, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, géomètre expert, l'erreur technique n'est plus vraiment, n'est plus vraiment euh, dans la gamme des erreurs possibles. Ça serait de la faute, l'erreur technique. L'erreur humaine, oui, parce que vous avez finalement des hommes à gérer. On parlait de précision. Si vous envoyez votre technicien sur un chantier en lui précisant pas que bah, là, on travaille inférieur au millimètre, que vous lui donnez pas la formation adéquate pour faire ce type de mesure, on peut dire que c'est une erreur parce que vous n'avez pas anticipé que cette personne-là, elle ferait cette mauvaise interprétation. Mhm. Après, quand je dis que techniquement, c'est impossible de faire une erreur pour moi, je fais des erreurs. Sauf que je ne livre pas au client quelque chose sans l'avoir contrôlé. Enfin, voilà. Et donc on fait tellement de contrôles que bah, ça serait une faute finalement de livrer un plan qui n'est pas juste à nos clients, quoi. Donc on a une méthodologie à établir, à respecter pour ça. Bon, ça m'arrive de livrer des choses qui sont fausses, hein, mais la raison pour laquelle nos clients nous sollicitent, c'est pour avoir de l'exactitude. Donc, je peux pas dire c'est pas notre créneau de faire des erreurs, ça c'est D'accord. sûr. Ok. Ouais, Voilà. mieux Et, éviter. et comme tu le disais au début, c'est vrai qu'on voit souvent les lunettes au bord de la route ou sur des gros Oui. chantiers. Est-ce qu'il y a aussi besoin d'un géomètre, par exemple, pour construire une maison? Est-ce que tu as déjà des clients aussi
de ce type-là ou c'est quand même moins. Ah oui, oui, bah, ce que Oui, j'expliquais tout à l'heure, euh, monsieur, madame viennent de racheter une maison de 150 mètres carrés qui est un peu trop petite pour leur famille. Le marché étant difficile, ils décident de faire une extension, hein. C'était hier, hein, le dossier en question. Donc il m'appelle la semaine dernière pour avoir un plan de l'état des lieux. Euh, J'y suis allé hier, j'ai fait un relevé qui m'a pris 2 heures. J'ai livré un plan topographique de cette parcelle et de la limite apparente et d'accord. des ouvrages. Et, et voilà, enfin, Ok, c'est du d'accord. petit projet au très gros projet, effectivement. Super. Voilà. Ok, alors on va avancer et passer à ta journée type. Alors, une journée de géomètre expert, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, vraiment en préambule, hein, j'ai jamais fait une journée égale à une autre. Ça, voilà. Mais si on devait un peu quand même synthétiser les choses, je consulte mes mails à minima et puis je passe des coups de téléphone et je peux faire des devis à partir de 8 heures, voilà. J'ai plutôt tendance à faire mes opérations de terrain le matin. Donc ça va être le pilier, la grande partie de la matinée. Faire du terrain, ça prend de 2 heures à 4 jours, hein, pour faire une opération de terrain. Mais bon, on va dire que c'est une petite opération, donc j'arrive à terminer au midi. Le midi, j'en profite pour inviter le client au restaurant, hein, si c'est possible, bien sûr. Euh, et puis l'après-midi, je fais. Donc il y a un aspect commercial, hein, surtout dans ce que je voulais dire que l'invitation au restaurant du client, c'est que il faut faire vivre la boutique, quoi. Et donc il faut entretenir des relations, bien cibler quelles sont les demandes du client, etc. Et l'après-midi, je fais des calculs, du traitement informatique et je sors des plans plutôt aujourd'hui digitalisés, hein, sous forme de PDF, format numérique, parfois encore en version papier. Bon, dans ma société, j'essaie de pas trop sortir de papier, quoi. D'accord. Et je termine ma journée avec encore des devis et des mails. Ok. Donc, voilà. Et donc, par rapport à tout l'aspect clientèle que tu as relevé, est-ce qu'avec la situation sanitaire actuelle, j'imagine qu'il y a quand même des mesures et des précautions à prendre. J'imagine que donc les repas, effectivement, au restaurant, c'est très compliqué. Mais est-ce que tu te déplaces toujours? Est-ce que les clients viennent? Est-ce que c'est plutôt par visio? Alors, les clients qui viennent, bon, aujourd'hui, moi, j'ai fait des locaux tout neufs qui viennent. On vient de finir de monter des bureaux. Cela dit, des clients qui viennent dans nos bureaux, aujourd'hui, on en a. Je trouve que c'est pas forcément intéressant. C'est à nous d'aller voir les clients. Ok. Donc, c'est pas quelque chose que je développe. Après, s'il y a un client qui devait venir aujourd'hui, étant donné que j'en ai eu peut-être 4 depuis que j'ai créé mon cabinet, bon, j'ai pas établi de règles bien spécifiques à ça, si ce n'est le port du masque, respect des règles barrières, Hmm, des gestes barrières. d'accord. Mais on n'est pas tellement dans cette démarche-là. Par contre, effectivement, quand on va chez le client, on doit porter le masque, maintenir des distances de sécurité, voilà. Bon, dans les faits, le Covid, ça n'a pas été un frein du tout à mon activité. Vous avez en dérogation pour le travail, motif de travail. Pour les clients qui doivent venir sur place, vous avez une dérogation de convocation administrative. Donc, quand vous êtes convoqué pour un bornage, vous utilisez ce motif-là. Moi, j'ai pas vraiment senti de- 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 d'effet entre le Covid et mon activité. Ça m'a même, en réalité, apporté un très très grand chantier aux Pays-Bas, sur lequel je me suis déplacé pendant 6 mois, de avril à fin septembre de l'année passée. Ok. Donc, Nous en dis pas trop, on verra. Ouais. On parlera de ce, de ce projet après, comme il me semble que ouais. tu vas nous en parler Euh, plus en détail. J'ai une petite question sur le chat de Ok, Enzo parfait. qui nous demande justement, tant qu'on était vis-à-vis des clients, si c'était pas plus dur à trouver quand on était à son compte. Alors,
Euh, je pense que c'est pas faux. Voilà. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il faut bien avoir la notion que quelle que soit la société que vous intégrez, vous devez être bien dans cette société pour en faire la publicité. Aujourd'hui, je pense que les meilleurs commerciaux, ce sont mes techniciens qui sont sur le terrain. Et c'est pour ça que je veux vraiment travailler enfin, c'est pas moi qui leur apporte le travail à faire. C'est aussi eux qui vont pérenniser des relations avec nos clients, eux qui vont, quand ils ont un échange avec un mail, dire qu'effectivement ils font le travail pour la semaine prochaine ou dans 10 jours, donner des délais, cadrer les choses. Et quand vous avez ce type de relation, finalement, les clients, c'est pas que moi qui les trouve, c'est aussi mes salariés. Donc, j'aurais jamais pu, par contre, créer cette société et la gérer telle que je la gère aujourd'hui en sortie d'école. Ça, c'est sûr. Il m'a fallu 10 ans d'expérience pour avoir une certaine assise et une certaine aisance avec la partie commerciale du métier, effectivement. Ok, super. Oui, ben maintenant qu'on a une présentation un petit peu plus précise de ton métier, je te propose qu'on parle un petit peu plus de toi et je te propose aussi un voyage dans le temps. D'accord. Alors, on va remonter jusqu'à ton rêve d'enfant. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il était, même si on se rend un petit peu compte avec l'image que tu nous as mis? Voilà. Donc, quand j'étais enfant, je souhaitais être pilote de chasse. Voilà. D'accord. Et finalement, est-ce que tu as pu trouver un lien entre géomètre et pilote de chasse? Alors, on a un aspect technique quand même, de contrôle, de précision, voilà. Bon, il y a un petit lien. Je m'amuse je suis télépilote de drone, donc voilà, à défaut. Hein. Ouais. Donc, j'ai pas encore la partie FPS, c'est-à-dire avec les lunettes pour être en immersion dans le drone, mais quelqu'un qui serait vraiment à fond dans l'aéronautique, enfin, bon, ça n'a pas grand-chose à voir, vous allez dire, en termes de sensation. Bon, voilà où était mon rêve et où je suis arrivé. Et finalement, au lien Finalement. que tu as pu trouver aussi entre les deux, finalement. Voilà, c'est ça. Ok, et donc tu nous as mis à droite une photo de toi aujourd'hui, c'est sur un projet, c'est ça, tu nous avais parlé vaguement de tunnel au début, donc là par exemple c'est dans le cadre d'une mission dans un tunnel. Voilà, donc c'est un tunnel qui est à Leiden, près d'Amsterdam, aux Pays-Bas, sur lequel j'ai travaillé effectivement 6 mois. On y est retourné avec mon collègue Nicolas, qui n'était jamais allé aux Pays-Bas, alors que c'est Mhm. pas très loin depuis ici, Lille, hein, quand même. Donc ça l'a fait voyager, donc j'étais assez content de ça. Et là, ce que vous voyez au milieu, c'est finalement un scanner terrestre 3D qui permet de mesurer par nuage de points l'ouvrage en question. Voilà. Donc, vous voyez, on a le sourire, on est plutôt content d'être là. Mhm. On a fait l'aller-retour sur la journée pour les Pays-Bas. La mission s'est très bien déroulée. On était bien, quoi. Bah, Voilà. parfait. Et tant qu'on est encore sur cette slide avec justement l'histoire de pilotage de drone, Mhm. on a une question de Pierre qui nous dit: est-ce qu'on a besoin d'un permis pour utiliser le drone ou d'une formation? Alors, oui. Même en tant que particulier, vous avez besoin d'une formation pour piloter certains drones. Donc, vous avez plusieurs catégories de drones. Moi, effectivement, j'ai fait une formation. Alors, vous avez la formation théorique que vous pouvez faire en candidat libre, hein, ça se fait très bien. Mhm. Après, la formation pratique, et ben, effectivement, pour passer par un professionnel. Moi, ça m'a coûté 800 euros, voilà, pour être D'accord. télépilote de drone. Donc, j'ai un numéro auprès de la DGAC, et puis on doit notifier à la préfecture nos vols de drone dans certaines conditions. Pas dans toutes les conditions d'ailleurs. Oui, parce que Euh, ça dépend les endroits qu'on survole, c'est ça? Voilà, c'est ça. En partie urbanisée, on va devoir notifier à la préfecture de manière obligatoire le vol. Ou alors, et d'ailleurs c'est ça qui est marrant, dans le cas où finalement on vole dans les couloirs aériens qui sont utilisés par les avions de chasse. Donc, auquel cas les avions de chasse peuvent voler à très très basse altitude
Et donc, il ne faudrait pas perturber leur vol. Donc tout un processus finalement en amont d'un vol drone de déclaration, de contrôle, de savoir où on va voler et de savoir si c'est autorisé. D'accord, donc en fait c'est vraiment bien relié au pilote de chasse. Oui, Ouais. finalement. Il y a même ce lien-là. Bon, on les regarde passer, quoi. Voilà. Ouais, c'est déjà bien. Ok, super. Alors on va passer maintenant à ton parcours. Et voilà, si tu peux nous expliquer par quoi est-ce que tu es passé comme diplôme, comme expérience pour arriver au métier que tu fais aujourd'hui. Donc, j'ai fait ce qu'on a appelé, parce que ce que je disais, c'est que ça me donne un petit coup de vieux quand même de dire que ça n'existe plus, mon bac. Donc, le bac S, c'était le bac scientifique avec une spécialité maths, voilà. Ce qui m'a ensuite permis de faire une prépa PCSI, donc maths sup, maths spé, voilà. Vous fassiez PCSI ou MPSI ou PSI, bon, c'est un peu pareil. Cette prépa-là permet d'intégrer des écoles d'ingénieurs, Ok, enfin, notamment, quoi, voilà. Euh, donc l'école d'ingénieur donc la prépa c'est 2 ans, l'école d'ingénieur c'est 3 ans derrière. Et suite à cette école d'ingénieur, j'ai pu, pour mon stage de fin d'études, partir en expatriation en Suède. Et puis j'ai été embauché par Vinci dans la foulée de ce stage. Donc j'ai commencé ma vie professionnelle en tant qu'expatrié. d'accord. Voilà. Ok. Et donc, est-ce que quand tu es retourné travailler en France, c'était pour monter ta propre boîte ou tu as aussi tu as travaillé dans d'autres entreprises avant? J'ai travaillé pour Vinci pendant 2 ans. Ok. Euh, les collègues étaient super sympas. Après, l'expatriation, ça implique quand même un cadre de vie un peu particulier qui permet pas forcément de faire ses projets personnels comme on les entend. Et c'est vrai que j'avais toujours eu en tête cette notion de profession libérale qui permet d'être à son compte. Donc, je suis revenu en France en tant que salarié, hein, et j'ai fait 8 ans en tant que salarié de cabinet de géomètre expert avant de me mettre à mon compte, effectivement. D'accord. Donc, D'accord. voilà, c'est un vrai choix de vie et j'ai pratiqué 3 sociétés de cabinet de géomètre expert avant de me mettre effectivement à mon compte. D'accord, on a une question sur le chat qui demande Mhm. quel est le parcours type pour devenir géomètre. Bah, c'est celui-là, celui que vous voyez. Ok, donc Ok. Alors, bac si vous S, voulez, prépa. alors, il y a géomètre et géomètre expert, attention, hein. Ça, c'est pour être vraiment expert. Si vous voulez être expert, il faut faire une des 3 écoles d'ingénieurs pour vous faciliter la vie, hein. C'est possible de le faire autrement par une école d'ingénieur autre, mais derrière, vous allez devoir faire des formations complémentaires. Ça va vous coûter 25 000 euros, c'est compliqué, etc. Donc, il y a l'ESTP, l'ESGT et l'ENSG. L'ENSG, l'ESTP et l'INSEA Strasbourg, pardon. En école d'ingé, si vous voulez être expert, suite à ça, vous devez faire 2 ans de stage de géomètre expert pour ensuite pouvoir prêter serment. Ensuite, par contre, si vous voulez faire juste être géomètre et travailler dans un cabinet de géomètre expert en tant que salarié, vous pouvez très bien faire un BTS géomètre. D'ailleurs, ils appellent ça métier du numérique et de la modélisation numérique. Et Mhm. donc, effectivement, quand vous partez dans cette filière de BTS, il faut savoir la formation drone est incluse, la D'accord, ça formation c'est théorique important. du moins. Donc, aujourd'hui, je trouve qu'on est quand même sur la bonne voie à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est un des critères pour ma société de vouloir embaucher des gens qui sont formés sur l'aspect drone, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui. Comme un appareil photo, comme un appareil photo est utile quand on va sur le terrain pour faire des constats, quoi. Voilà. Ok, D'accord, d'accord. merci. Ok, super. Et ben, on va pouvoir passer maintenant et rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec les différents projets que tu as pu accomplir. Bah voilà, avec celui-là, tout d'abord. Voilà. Alors ici, vous avez sur la gauche le drone qui est en pleine action. Voilà. Alors, le drone, je vais en profiter pour le sortir, hein, pour Ouais. vous le montrer de visu à la caméra. Voilà. Donc, c'est un drone tout à fait classique de chez DJI. Le petit plus qu'il a en tant que géomètre, on a ici un module RTK
qui permet de mesurer de manière précise la précision. Donc, on va dire qu'on a la précision du drone à 5 cm. D'accord. Ce qui permet de finalement ensuite ce qu'on appelle géoréférencer ces photos, les assembler et faire une géométrie. Donc ici, dans le slide, c'est ce que vous avez. Vous avez le drone qui est sur la gauche. Au milieu et juste derrière, vous avez une photo qui est prise, ici c'est d'un terrain de foot, terrain de foot qui est en pente. Il faut savoir qu'il y a 1,50 m entre la droite et la gauche du terrain de foot, donc c'est pas très pratique. Oui. Donc, au lieu d'en faire un terrain de foot, il prévoit de faire un cabinet médical. Mhm. Et puis sur la droite, vous avez la modélisation sur la base de la photogrammétrie, c'est-à-dire qu'on assemble 600 photos, d'accord, pour faire un objet 3D qui peut être utilisé dans les logiciels spécialisés et sortir des modélisations pour les architectes. Voilà. D'accord. Ok. Et donc un drone comme celui que tu nous as montré, tu nous as donc dit une marge environ de 5 cm. Est-ce qu'il Oui. y a des drones encore plus précis ou est-ce que là on est un petit peu à la pointe de la technologie Alors, finalement en matière de drone? Ce que j'ai dit, c'est que la coupole qui est là a été précise à 5 cm. Ok. Mais avec le drone, j'arrive à sortir du 2 cm de précision. Ok, d'accord. La précision va dépendre finalement des points de calage qu'on va pouvoir mettre au sol et qui vont pouvoir faire un canevas géométrique de base. Donc ce canevas géométrique de base, je sais qu'il est précis à moins d'un centimètre. Mhm. Et je vais caler mes images par rapport à ce canevas géométrique de base. Donc, on peut améliorer la précision par rapport à la coupole que vous avez, voilà. Et entre guillemets, il faut bien avoir la notion que la précision que vous avez de votre modèle va dépendre de l'altitude à laquelle vous volez. Si vous volez à 150 mètres, vous n'aurez pas la même précision que si vous volez à 50 mètres. Si vous voulez à 50 mètres, vous allez avoir une image qui est plus précise et donc vous pourrez optimiser vos calculs de corrélation de pixels pour faire de la géométrie. D'accord. Voilà. Donc par exemple voler aussi haut à 150 mètres, c'est pour par exemple une vue globale du site. Oui, oui, oui. Non, mais voilà, la prise de vue que vous voyez là, c'était uniquement pour avoir une perspective du site par rapport à son environnement, hein. Voilà. Sinon, je vole beaucoup plus bas que ça. Hmm. Et Effectivement. j'imagine que ça peut aussi permettre de prendre des jolis clichés de paysages. Ah oui, oui, ben, c'est complètement ça. En fait, vous avez l'architecte qui va faire son modèle 3D d'après vos mesures, et puis après, il pourra faire de l'intégration paysagère. C'est-à-dire qu'il va prendre la photo elle-même et superposer sa maquette sur la photo en question. Comme ça, il va contextualiser les choses. Et aujourd'hui, je crois vraiment que le drone apporte ça, contextualiser les données qu'on donne à nos clients. Vous voyez le plan sur la droite de la slide au milieu, là, Mhm. vous avez du blanc, du rose, des carrés, de la géométrie. Moi, personnellement, moi, je sais le comprendre, hein, mais je pense que vos grands-parents, enfin, je dis ma grand-mère, quoi, si je lui montre ça, ça ne lui parle pas. D'accord. Le plan qui est juste en dessous, c'est exactement la même chose. Sauf que là, vous savez où est le bâtiment, concrètement, directement. Vous ne vous posez pas de questions, quoi. Et donc, la photogrammétrie et le drone apportent clairement cet Oui, c'est aspect-là. ça. C'est finalement ça permet vraiment de projeter le futur chantier, quoi. Oui. Et puis de voir de quoi on parle. Ouais. Si je donne une altimétrie à tel endroit, bah, c'est par rapport à l'angle de tel bâtiment. C'est évident quand vous voyez le plan d'en bas, pas quand vous voyez le plan du milieu. Enfin, Oui, c'est sûr. voilà. Complètement. Un peu moins évident, un peu moins Complètement. accessible. Alors, on va passer, hop, au, je crois reconnaître le tunnel des Pays-Bas. Voilà, donc ça c'est encore, c'est vrai que je montre ces photos-là parce que je les trouve assez sympas. C'était quand même un très gros projet pour mon entreprise l'année passée. Donc là, vous vous rendez compte des ouvrages qu'on réalise grâce au métier de géomètre, du géomètre, hein, là ici en l'occurrence. Donc un géomètre, ça peut aussi travailler dans les travaux publics. Mon métier, quand j'étais aux Pays-Bas, c'était de donner la trajectoire à suivre au tunnelier. Donc, dans un tunnelier qui tourne en permanence H24, hein, nuit et jour, vous avez un pilote qui tourne en poste et il doit suivre une trajectoire. La trajectoire, le GPS, il marche pas
au moment où vous creusez, hein, bien sûr. Et donc, finalement, la ligne à suivre, c'est le géomètre qui la donne. Et donc, c'est ce que j'ai fait. On est arrivé au but à 8 cm à l'arrivée. Donc, c'est la photo du milieu en haut que vous voyez. Ça, c'est la tête d'un tunnelier. Et l'ouvrage en lui-même, vous le voyez en bas à droite. Donc, toujours le tunnelier qui arrivait dans son puits d'arrivée. Et en bas au milieu, vous voyez le nuage de points 3D qui est issu de la mesure par scan 3D que vous avez vu tout à l'heure. D'accord. Et Voilà. un tunnelier, c'est ce qui permet de creuser, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Comme une top, hein, exactement comme une top. Ok. Donc, la top, elle marche à son flair. Le tunnelier, bah, c'est des hommes. C'est de la diplomatie aussi à avoir si vous souhaitez travailler dans les TP en tant que géomètre. Il y a une très grosse part d'humain aussi. Parce que si le géomètre vient et dit au pilote qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu es. Voilà. Il y a une très grande partie de diplomatie quand Oui. on est en phase d'exécution, parce que il faut bien avoir la notion que des gens qui travaillent en poste de 12 heures, ils font aussi ce qu'ils peuvent et vous pouvez avoir de la fatigue. Voilà, enfin, donc il y a une diplomatie à avoir et puis un suivi vraiment permanent quand vous menez ce type de projet, quoi. Il faut être à 100%. D'accord. Ouais. Et sur un projet comme celui-ci, ou même d'autres importants que tu as pu avoir, est-ce qu'il y a une sorte de pression quand même qui se met en place? Est-ce qu'il y a un stress qui est généré? Alors, quand j'ai commencé en Suède mon expatriation, euh, au bout d'une journée, on m'a dit, bah voilà, si la machine est arrêtée à cause de toi, ça coûte 4 000 € de l'heure au chantier. D'accord. Donc, il ne faut pas arrêter la machine à cause d'un géomètre, d'un topographe. Non. Et c'est normal. Voilà. Donc, il faut tout faire en amont pour pas devoir arrêter la machine pour nous. Donc c'est vrai qu'on a une certaine pression. Je vous avoue que je la gère beaucoup mieux aujourd'hui qu'en sortie d'école. Oui. Voilà. Et ça s'apprend, c'est le monde du travail. Voilà, je pense que vous avez d'autres personnes qui ont d'autres enjeux. Voilà, et Oui, puis, finalement, un petit peu dans tous les métiers, quoi. je pense, ouais, Hmm. moi je suis très heureux de la pression qu'on peut avoir, elle se gère, hein. Il s'agit de bien cadrer les choses techniquement, de prendre des chantiers qui sont à notre portée aussi. Il ne s'agit pas de vouloir, si vous me demandez demain de faire de la métrologie de précision en usine, moi, j'irai chercher un copain, quoi. Oui. J'irai pas tout seul. Voilà. Hmm. Et sur le chat, justement, on demande quelles sont les qualités à posséder selon toi pour être un bon géomètre. Alors, il faut aimer quand même la minutie, hein, le souci du détail. Il faut quand même, il y a ce vrai côté-là de minutie, de vouloir être précis, d'aimer ça. Voilà. Il y a un côté, je pense, qui est très important pour moi, notamment, c'est le côté aimer le terrain, aimer aller dehors. Voilà. Quelqu'un qui veut être géomètre mais pas aller dehors, bon, il fera plutôt projeteur. Enfin, voilà, c'est pas le métier où, voilà, enfin, c'est pas le métier du géomètre, quoi. Si vous voulez pas aller sur le terrain, faut pas faire géomètre. Donc ça, D'accord. c'est un peu évident, mais je le rappelle quand même. Et après, le dernier aspect qu'il faut avoir pour moi, pour être géomètre quand même, c'est de plus en plus quand même la maîtrise des outils informatiques. Je peux quand même dire que j'en suis là où je suis parce que finalement, j'aime bien maîtriser les outils informatiques et la technique voilà, et donc ce côté-là de technique, hein, je peux tous les jours l'appliquer, le mettre en œuvre et puis sortir des projets qui sont quand même sympas à voir par ça, quoi. Voilà. Donc une part de curiosité aussi, j'imagine, qui t'a poussé à t'intéresser aux différents logiciels qui pouvaient être utilisés, etc. Ah oui, ouais, non mais oui, oui, bien Ouais. sûr. Ouais. Ok. Enfin, après, la curiosité, j'ai envie de dire, oui, je suis curieux, je suis même très curieux.
Mais dans la profession, vous avez des gens qui sont moins curieux que moi. Donc, Ouais, c'est pas quelque chose de fondateur pour être géomètre expert. d'accord. Ok. Voilà. Ok. Ok. Et bah, tu nous as parlé juste avant ce live d'un potentiel projet donc, qui se ferait en langue étrangère. Donc par rapport à ça, au fait de maîtriser une langue étrangère, est-ce que c'est essentiel? Bah, je pense notamment à l'anglais. Est-ce que c'est essentiel dans ton métier? Alors, le chantier des Pays-Bas, il était en anglais, hein. Hmm. Voilà. Il y a pas, quand je suis parti en Suède également. Après, ça, c'est mon parcours. Si vous voulez être géomètre, mais vous voulez pas parler anglais, eh ben, vous avez 95% des géomètres en France qui parlent pas anglais. Donc ça, c'est des choix de carrière. Non, je dirais pas que parler anglais, c'est absolument indispensable pour être géomètre expert ou géomètre technicien géomètre. Si ce n'est que aujourd'hui, quand vous travaillez avec des techniques de pointe, si vous voulez travailler avec des techniques de pointe, si vous voulez travailler avec du drone, et ben, les notices, les dernières notices sont toujours en anglais. Ça, c'est la même chose, quel que soit le métier, dans tous les domaines. Ah, ça c'est absolument certain. Si vous voulez être à la pointe de la pointe en sciences sociales, eh ben, les conférences vont être en anglais. Donc, à mon sens, ça serait quand même une très grosse erreur de négliger l'anglais si vous voulez être à la pointe de la pointe. Après, on ne peut pas tous avoir des objectifs. Voilà, c'est pas un indispensable du métier de géomètre, par contre. Voilà. D'accord. Et puis j'imagine que quand tu parles de parler anglais aussi sur les chantiers, c'est aussi du vocabulaire spécial aussi, j'imagine. Oui, Sur les machines, tout ça. pas forcément, parce qu'en D'accord. plus, sur les chantiers dans lesquels on travaille, moi, je vais dire il y a peut-être 20 mots techniques que j'ai dû maîtriser, mais après, de fil en aiguille, en tout cas, les vieux expatriés que j'ai côtoyés, qui avaient 50 ans, et ils parlaient anglais. Voilà quoi. En fait, l'esprit de chantier, c'était de parler avec ses mains, de faire des gestes et de trouver la solution. Et D'accord. c'est un côté quand même, voilà, qui m'a été propre au cours de ma carrière et je pense qui a été intéressant. Voilà. Ok, d'accord. Après, ce dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, sur LinkedIn, j'ai un certain réseau et j'ai eu un client qui m'a abordé en anglais, qui est basé à Chicago, euh, et qui veut avoir des relevés ici en Europe. Si je lui réponds en français, il y a très très peu de chances qu'on travaille ensemble. Donc je D'accord. suis très très content de travailler, de savoir lui répondre en anglais. En anglais, bien sûr. L'anglais qui est utilisé là est tout à fait basique, hein, voilà. Mais effectivement, et puis si on travaille ensemble, il faudra très certainement prendre le téléphone et échanger à un moment donné. Donc voilà, l'anglais vous apporte des possibilités supplémentaires. C'est toujours intéressant de travailler dessus, quoi. Voilà. Ok, D'accord. d'accord. Bah, super intéressant. On va hop, terminer, enfin terminer, non, on va voir ton dernier projet que tu as voulu nous montrer en image. De quoi s'agissait-il ici? Alors ici, on a plusieurs projets en réalité, hein. Donc une prise de vue avec le drone que je vous ai montré juste là. Donc c'est la place République en plein centre de l'île. Donc ça, en termes de communication, je trouve qu'on a un sacré outil pour notre métier donc, et pour montrer ce qu'on peut faire à nos clients. Euh, L'instrument que vous voyez en bas à gauche, donc ça c'est une station totale. Donc je vous montre mon exemplaire qui est là, enfin qui est le même exemplaire hein, d'ailleurs. Mhm. Donc cet outil-là, il va vous prendre des angles, des distances, et puis vous pourrez faire des calculs de géométrie avec ça pour établir des plans. Voilà. Donc ça c'est la base du métier. Ok, d'accord. Ce que vous voyez en bas à gauche. Au milieu, c'est un calcul de volumétrie. Donc, il s'agit d'assurer à notre client que le volume de remblai à cet endroit-là est correct. Donc, ça, c'était uniquement pour certifier au client qu'il avait bien autant de gravats et qu'il ne devait pas payer plus ni moins. Donc, voilà, il y a un souci
de donner la juste mesure pour avoir le juste coup en face. Et enfin, les deux derniers plans, donc en haut à droite, ça c'est un plan de façade d'une gare qui est destiné à être rénové. Et donc l'architecte en charge des travaux nous a demandé finalement de faire ce plan-là pour pouvoir avoir les bonnes dimensions d'ouverture. Donc là-dessus, tout est coté. Les dimensions des fenêtres, les différents niveaux, la hauteur du toit, etc. Tout est juste et certifié au centimètre. Voilà. Et enfin, en bas à droite, c'est la même chose que ça. C'est toujours du plan, sauf que c'est fait en 3D et en BIM. Donc là, on est dans le BIM, c'est Building Information Modeling. Donc voilà, c'est la maquette. On a pu avoir une démonstration de ta maîtrise de l'anglais. Ouais, bon, voilà, mon anglais, l'accent, je sais que je dois travailler l'accent, mais effectivement, on est dans la base de données liée à la maquette numérique du bâtiment et donc voilà ce que ça peut donner. Ici, on a aussi de l'information géométrique et centimétrique d'un bâtiment et moi je préfère travailler comme ça, c'est pour ça que j'ai appelé ma société GBIM. Voilà. D'accord, ok. Alors voilà, juste pour terminer rapidement, parce qu'il est vrai que l'heure tourne. Est-ce que tu peux nous dire voilà, rapidement les idées reçues sur ton métier et voilà. Alors, la première idée reçue quand on voit un client, c'est qu'il croit que c'est automatique. Par exemple, ils vont nous dire, bah, vous avez qu'à regarder sur le cadastre, les dimensions du terrain, c'est celle du cadastre. C'est pas vrai. Quand vous faites des mesures, vous mesurez avec ça en distance et en angle. Bah, il y a un travail derrière pour donner les coordonnées en X, Y, Z et de manière centimétrique. Donc, c'est pas vrai de dire que c'est automatique. La deuxième, c'est que vous êtes juge. Parce que on est expert, bah, en fait, on n'est pas juge. Quand on établit une limite de propriété d'un terrain, en fait, on doit organiser du contradictoire. Donc, il y a tout un process à respecter, de la qualité à apporter, une démonstration mathématique et juridique à donner à nos clients. Mais si il y a une opposition ou une impossibilité, eh ben, on fait ce qu'on appelle un PV de carence et ensuite ça va vers le juge. Mais on n'est pas là pour juger que la limite doit être. Voilà, on peut apporter une démonstration et la faire valoir. Si elle n'est pas acceptée par les parties, effectivement, ensuite le juge tranchera. Ok. Le 13e point, c'est vous ne travaillez que sur un domaine. Je pense qu'on a pu voir au travers des présentations qu'on travaille sur plus d'un domaine. Donc voilà. Et enfin, le notable de province, je pense que ça reste un peu dans certaines têtes. Hein, voilà. Bon, pas dans les têtes de ceux qui connaissent pas le métier, mais c'est vrai que le géomètre expert, historiquement, il était limité à un canton, une partie de département au mieux, les gros cabinets de géomètres sur 2 départements. Mais aujourd'hui, de plus en plus, quand on travaille dans un cabinet de géomètre expert, on travaille facilement en national. Moi, je vais sur Paris, j'ai des dossiers à Marseille, j'ai des dossiers aux Pays-Bas. Je ne me considère pas comme un petit notable de province. Je gère mon entreprise et voilà, je la fais évoluer vraiment dans un aspect de modernité, on va dire, par rapport à ça. Voilà. Ok, super. Et ben merci beaucoup Eric. On arrive à la fin de ce live métier, de cette présentation, voilà, qui était d'ailleurs super intéressante. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, n'hésitez pas à regarder sur notre blog pour voir les prochains lives à venir. On vous souhaite un très bon week-end et voilà, dès la semaine prochaine, retour des lives. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.